C'est ce que disait, aussi, Bruce Lee: «Le plus dur, c'est de soustraire, en fait». C'est pas de faire quelque chose de parfait, de très complexe. Le plus dur, c'est de faire quelque chose de simple. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Fabrice Giroulet, qui est psychiatre, et on va parler de l'alliance thérapeutique. Et pour commencer, je te propose de te présenter. Mais déjà, bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui vont écouter cet épisode. Donc, comme l'a dit très justement Clément, donc je m'appelle Fabrice Giroulet et je suis donc psychiatre, psychothérapeute et j'exerce actuellement en Suisse. J'ai fait la formation des 2 côtés de la frontière, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait des études donc de médecine théorique en France et puis, la très grande majorité de mon internat, en Suisse. Et j'ai fini donc l'internat en Suisse avec un diplôme, suisse. Et tu as de nombreuses activités, et c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que tu es psychiatre, mais aussi entrepreneur. Oui, Est-ce que tu oui. peux nous parler justement un petit peu de ces différentes activités? On va commencer par le podcast, justement, puisqu'on est dans le thème. Donc, on est confrères de podcast au final. Donc oui, avec mon associé Clément, encore un Clément, on tient un podcast pour les soignants, cette fois-ci, donc il s'appelle Medithrough, Medithrough. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en avant, les soignants avec des parcours, on va dire, multicasquettes. C'est-à-dire qu'ils soient à la fois soignants et sportifs professionnels, investisseurs, artistes, je ne sais quoi d'autre. Voilà, vraiment multicasquettes, chef d'entreprise, entrepreneur, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, comme quoi on peut être soignant et on peut aussi, faire autre chose, pour impacter les autres d'une autre manière et que c'est pas forcément incompatible. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre podcast. Il y a des soignants qui écoutent, il y a aussi des non-soignants. On le voit dans les statistiques et ça nous fait très plaisir et c'est toujours un podcast qui est en croissance et on a un rythme de sortie, de un épisode toutes les 3 semaines qui traite de divers sujets. On a des hommes, des femmes, mais c'est des formats plutôt longs qui durent, minimum 2 heures, qui permettent vraiment de rentrer dans un sujet, l'approfondir et c'est comme ce qu'on est en train de faire là, en fait. C'est une conversation plutôt détendue, c'est pas une interview. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient pas, mais de ce qu'on voit des statistiques, il y a un bon taux de complétion. Donc on est assez content de pouvoir, transmettre, des choses aux gens et des messages qu'on a jusqu'à présent, les gens sont très contents et nous, on s'attendait pas à autant. Donc c'est très, très gratifiant et ça nous fait vraiment plaisir de délivrer ça pour les gens. Et comme tu l'as dit, après, on s'occupe aussi avec Clément d'une société plus tournée vers les médecins qui les forment, en fait, à la gestion des finances personnelles et professionnelles. C'est un truc qu'on gère pas du tout, en fait, en sortie d'études. On n'est pas du tout formé à ça et nous, c'est un sujet qui nous passionne, en fait, depuis plus de 10 ans, depuis les bancs de la fac et donc là, voilà, c'est la concrétisation de 10 ans d'apprentissage, 10 ans de pratique. On essaye de transmettre ça, en petits groupes à nos collègues lors d'événements qui durent sur 2 jours et puis les gens sont assez satisfaits et on est très content de pouvoir transmettre ça et nous, ça nous fait plaisir. Parce que vraiment, c'est de pouvoir transmettre ça, un truc qui a l'air nébuleux, qui a l'air compliqué, mais qui en fait, si bien expliqué, est très simple. Bah, en tout cas, c'est les retours qu'on a et on est très, très satisfait de ça. Donc notre manière encore d'impacter les autres, directement et ce qui est bien, c'est qu'on voit directement son produit chez les gens, à la différence du soin ou notamment en psychiatrie, c'est un peu plus long, ça se fait sur la durée. Là, c'est une autre manière de voir qu'on peut faire du bien aux gens, C'est intéressant ce que tu me dis, parce que c'est vrai que dans le soin, la psychiatrie, elle fait du temps long, et c'est vrai que quand tu es chirurgien et fait une opération, bah, c'est le côté où ton patient, il va tout de suite te dire non. Alors que le psychiatre, on lui dit beaucoup moins merci. ouais, Et ça, je trouve que c'est un sujet de fond qui n'est pas si traité que ça et qui rejoint un petit peu l'alliance thérapeutique, c'est exact ce dans que le j'allais dire. sens où, comment toi déjà tu définis ça, l'alliance thérapeutique? Alors, là, tu as différentes définitions. Tu as la définition académique, tu as différentes définitions, mais si je me base, moi, sur la définition qu'on m'a apprise et que je pratique, c'est vraiment le contact que tu vas créer avec la personne. C'est vraiment la relation de confiance que tu vas créer avec, la personne-là et c'est aussi l'engagement. Alors, j'inclus l'engagement de la personne dans la thérapie, en fait. Donc l'alliance thérapeutique, c'est vraiment quelque chose qui est bilatéral. La relation, elle est jamais symétrique entre un thérapeute et un patient. Il y a toujours une asymétrie, mais l'idée, c'est de faire en sorte que cette asymétrie ne soit pas trop grande, pas dans un mode, on va dire, professeur-élève ou dans un mode paternaliste. Il y a toujours une asymétrie, elle est nécessaire et c'est normal, entre guillemets, si je me base sur, l'historique, en fait, scientifique de la profession, on apporte quelque chose, une connaissance, donc c'est normal que ce soit asymétrique, mais il ne faut pas qu'il y ait un gouffre non plus, béant entre les 2. Pour rendre responsable, en fait, la personne aussi de sa prise en charge et pas, créer un mode on va dire, de dépendance dans la relation. Donc c'est vraiment une approche collaborative.
Et c'est comme ça que je définis l'alliance thérapeutique. Et c'est vrai quand tu parles de collaboration et pour ça aussi qu'on en parle, si on parle bipolaire, c'est que c'est pas juste au psychiatre, de faire son travail. C'est aussi à nous, en tant que patients, de faire un pas et de permettre à cette alliance de fonctionner. Ouais. Pourquoi est-ce que justement c'est essentiel de créer cette alliance et est-ce que tu as des conseils même à donner en tant que patient? Ouais, juste, quand tu parlais du temps long justement et de l'alliance thérapeutique et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, mal intégré par les gens et c'est normal. Parce qu'on n'est pas formé, il y a pas d'information. On fait souvent le parallèle, en fait, entre la santé somatique et mentale, la santé psychique et le truc, c'est que comme tu l'as dit, généralement dans la santé somatique, les choses vont assez vite. C'est de l'instantané. J'ai des symptômes, j'ai un petit mal, je vais voir mon médecin, il me traite et généralement ça passe dans la très grande majorité des cas et on n'a pas cette notion du temps long, en fait et en psychiatrie et c'est ça qui est difficile pour les patients à accepter et ça prend du temps, c'est qu'on est sur du temps long, comme tu l'as dit et on peut pas forcément avoir les mêmes attentes en disant que, par exemple, je souffre d'un trouble bipolaire et ça va durer 2 mois, 3 mois, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur plusieurs mois, même plusieurs années, on va dire d'apprivoiser sa maladie, d'apprivoiser ce qui est possible de faire. Et le lien avec ce que vous faites avec Upstage, moi je trouve que c'est génial. D'ailleurs, je redirige pas mal le patient pour, le Notion qui est plein de ressources avec plein de livres et c'est un outil, on va dire, de d'information thérapeutique qui est extrêmement puissant et certains patients m'ont dit qu'ils trouvaient ça très bien pour justement se former pour s'informer sur la maladie. Donc en fait, oui, c'est du temps long et l'alliance est nécessaire. Elle doit se construire avec le temps parce qu'on va en avoir pour des, années, si je peux dire, voilà. Donc si à la base l'alliance est mauvaise, si les enjeux ne sont pas compris, ça peut pas marcher. Donc après, dans l'alliance, on est tous différents, on a tous une manière différente d'aborder, la relation thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs, professionnels en santé mentale et il faut pas s'arrêter à un psychologue ou un psychiatre. Si jamais ça ne convient pas, faut pas hésiter à aller voir ailleurs, on le prend pas mal du tout. On a chacun une approche, une singularité et heureusement parce que chaque patient, chaque personne a son fonctionnement et a sa pathologie. Une pathologie est totalement différente d'une personne à une autre parce que le vécu est différent et justement ce vécu de l'immédiateté, je pense que ça, c'est un combat quotidien que j'ai avec mes patients pour leur faire comprendre en douceur que malheureusement, ça va prendre du temps et qu'on peut pas avoir des attentes, on va dire, de rapidité par rapport à d'autres maladies. Mais c'est un combat aussi pour nous, thérapeutes, on aimerait que tout le monde aille vite, mieux et c'est aussi une lutte pour nous-mêmes et c'est pour ça qu'on discute souvent entre nous et qu'on se fait, superviser et c'est conseillé de se faire superviser pour justement prendre du recul et nous dire que non, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est difficile, aussi bien donc pour le thérapeute que pour le patient, justement cette notion du temps long en santé mentale. Voilà ce que je peux te dire sur ce point-là. Comment est-ce qu'on peut savoir en tant que patient, si justement l'alliance thérapeutique fonctionne et s'il faut, changer ou pas de praticien? Je te donne un exemple, personnel où, lorsque j'ai été, diagnostiqué, en fait, le psychiatre qui m'a diagnostiqué, j'ai travaillé avec lui pendant un peu plus d'1 an et je sentais que ça ne marchait pas totalement, mais j'osais pas en changer et quels conseils tu pourrais donner là-dessus? On nous dit, en psychiatrie, en enseignement et je pense que c'est assez vrai et que tout se joue dans les 30 premières secondes. C'est-à-dire ton intuition prend le dessus et tu sais dans les 30 premières secondes ça va matcher ou pas. Après bien sûr, c'est tu peux prendre un peu plus de temps pour évaluer, mais si la personne ne se sent pas à l'aise, je pense qu'il y a pas, il y a pas de honte à dire, «Je pense que je vais chercher quelqu'un d'autre». L'important, c'est d'aller en thérapie en étant, satisfait d'y aller, en étant content d'y aller, en se disant: «Je vais avancer dans mon combat, je vais apprendre des nouvelles choses et j'y vais pour me faire du bien». Si jamais ça devient quelque chose de routinier, de quelque chose, on va dire, de contraint, je pense que soit ça peut être dû au thérapeute, soit ça peut être dû juste à la personne et qu'on a vu sa maladie, ça peut aussi être dû à ça. Mais si vous pensez que c'est lié au thérapeute, il y a pas de honte à pouvoir changer. Oui et Mais c'est faire important confiance que tu mais faire confiance justement à l'intuition et à comment ça se passe dans les premiers instants. et c'est Mais un désolé de te couper, mais j'insiste parce qu'on a tendance à croire, mais ça c'est une croyance, une fausse croyance à la fois du côté patient et du côté soignant, que les patients attendent tous et toutes un accueil chaleureux, un accueil avec le sourire, un accueil, on va dire, bienveillant: «Venez, mettez-vous là, bon ça va bien aller». En fait non. Et ça, je l'ai vu de mes yeux et j'ai pu le pratiquer, dans différents lieux de stage. Il y a des patients justement qui vont préférer, les thérapeutes un peu plus, entre guillemets, «directs», cash, frontal, confrontants, un peu plus froids. Ça dépend vraiment des personnalités de chacun
non, tout le monde ne cherche pas, le thérapeute qui va venir vous «coucouner» entre guillemets. Là, je vais déjà loin en disant coucouner parce que c'est pas ce qu'on essaye de faire. Mais, il y a certains patients qui ont besoin de ce ressenti-là plutôt et d'autres au contraire qui le fuient, ce ressenti-là par rapport à leur vécu. Donc, c'est contre-intuitif de dire que tout le monde cherche, on va dire dans la perception, du «cocooning» entre guillemets et c'est pas forcément ça qu'on fait en thérapie. On fait pas du cocooning. C'est pas de la thérapie. En tout cas, c'est pas de la thérapie, on va dire, la santé mentale comme on le pratique en psychiatrie et psychothérapie. Pour le cocooning, il y a d'autres choses qui marchent très bien en paramédical, mais je parle en thérapie, psychothérapie, c'est pas le sujet. Donc je dis pas qu'on est tous froids ou confrontants, je dis qu'il y a certaines limites et on est là pour accompagner la personne de la meilleure des manières possibles, sans tomber dans un truc, on va dire, très ouais, très, on est votre maman, on est votre papa, ça va bien se passer. Non, c'est pas ça. On est plus dans une attitude de responsabilisation, on va dire accompagnante et bienveillant avec le patient. Plutôt pas bienveillant parce que ce terme encore on pourrait en débattre comme j'en ai débattu dans mon podcast avec des invités, plutôt de non-malveillance. Je préfère ce terme. Voilà. Qui est la bienveillance, on pourrait argumenter des heures et des heures sur la perception de la bienveillance. Mais vraiment sur primum non nocere, donc la devise du médecin vraiment sur ce principe éthique donc de non-malveillance. Voilà. Je mettrai le lien, cet épisode du podcast, ça peut être intéressant, pour si aller le découvrir et il y a un point aussi que tu expliques, c'est, on parle beaucoup côté patient, mais est-ce que en tant que professionnel de santé, ça nous arrive, pas professionnel de santé, mais moi je suis de la PNL donc c'est différent. Est-ce que ça vous arrive de se dire: «C'est compliqué avec ce patient, j'ai du mal à faire mon alliance thérapeutique». Est-ce que c'est un droit en tant que professionnel de santé? Je suis curieux du sujet. Mais quand tu sens que alors oui, quand tu sens que l'alliance, thérapeutique est difficile avec le patient et c'est une question délicate, mais déjà tu en parles à un collègue pour avoir son avis, pour déposer justement ton ressenti sur cette situation et si vraiment tu as des contre-attitudes alors il y a 2 choses. Tu peux sentir une mauvaise alliance, mais peut pas dire que tu puisses dire au patient: «Je sens que ça va pas entre nous, allez voir quelqu'un d'autre». Ça, tu peux pas trop dire ça, c'est pas déontologique. Tu es là pour recevoir en fait on va dire, une demande. Tu reçois une demande et tu réponds à un besoin de soins. Si pour la personne ça va très bien, si pour toi ça va pas, ben, on va dire que tu travailles sur tes propres problèmes et tu fais avec. Par contre, il y a autre chose, c'est si tu commences à développer des contre-attitudes. C'est-à-dire si tu vois qu'avec ton patient, tu deviens justement malveillant. On parlait de la non-malveillance. Là, oui, ça fait du sens de dire, «Écoutez, je pense qu'il vaut mieux que vous allez voir, un autre professionnel». Mais vraiment, je pense uniquement dans cette optique-là de dire: «Ah, je vais être maltraitant avec mon patient parce que». Donc là, oui, je pense que ça fait du sens. Mais sinon, non. Si tu sens que tu as du mal à développer une alliance avec ce patient, mais si pour la personne en face, ça va très bien, je pense qu'il faut continuer. Mais déjà, si tu sens que toi, tu as des difficultés à créer une alliance, tu peux demander à la personne, «Comment ça va nous 2? Comment vous pensez qu'est notre relation?» et peut-être que de là peut émerger justement une problématique et que la personne ose dire en fait au thérapeute: «Non, je pense qu'en fait, c'est un peu compliqué quand je viens», tout ça. Donc il vaut mieux crever l'abcès, discuter sans forcément dire ce qu'on ressent, directement, hein, mais juste poser des questions en disant, «Comment vous trouvez que ça va entre nous 2? Est-ce que ça vous convient la manière dont on travaille?» et cetera et cetera. Je pense que c'est plutôt cette démarche-là qu'il faut adopter, donc une démarche socratique plutôt que de poser le cadre et dire, «Non, je suis thérapeute, non, j'estime que ça va pas, donc non, je ne prends pas». Ça, c'est pas déontologique et c'est pas dans la démarche de soins. Est-ce que en tant que patient, que cette alliance thérapeutique notamment, afin de déterminer les objectifs qu'on va avoir, le type justement d'interaction, comme tu l'expliquais assez bien, certains vont vouloir, plus de chaleur, le tutoiement, le vouvoiement. Comment est-ce qu'on peut travailler en amont, justement, en tant que patient? Je pense que c'est assez difficile parce que c'est l'alliance naît dans l'interaction humaine. Donc, il faut trouver quelqu'un, qui puisse matcher avec soi. Mais les thérapeutes sont assez flexibles, hein. Justement, c'est notre métier. Donc on prend pas uniquement les gens qui nous ressemblent en thérapie, c'est ça que je veux dire. On a un éventail assez large, en fait, on sait s'adapter, donc c'est pas un problème. Mais non, je dirais que c'est au contraire, je pense qu'il faut laisser faire les choses et puis c'est de là où les choses sont le plus saines, en fait. Plutôt que de tout calculer, de tout préparer, de faire en sorte que ça marche. Je pense que déjà si on se dit: «Je vais faire en sorte que ça marche avec mon thérapeute», c'est qu'il y a un problème. Et quel est l'impact de l'alliance thérapeutique sur justement le succès d'une thérapie? Alors ça a été étudié. Ça fait notamment partie de mon mémoire de fin d'études. Donc oui, je peux te dire que là, en fait, le succès d'une thérapie, la conclusion, c'est qu'elle repose sur 3 choses et c'est peut être contre-intuitif. Donc les études montrent
que bien sûr, dans ces 3 choses-là, il y a l'alliance thérapeutique. Sans ça, ça ne marche pas. Les 2 autres choses, ce sont les compétences du thérapeute, donc la technicité du thérapeute et la troisième, ce sont les facteurs externes et c'est ça qui peut être contre-intuitif parce que selon les études, les facteurs externes occupent une part un peu plus importante que les 2 autres, facteurs qui sont l'alliance et la technique du thérapeute. Donc en fait, c'est un triangle, c'est un triptyque et si tu retires, une de ces parties de ce triptyque, ça ne marche pas. Ça, c'est une étude documentée qui le montre. Mais l'alliance thérapeutique, en incluant l'engagement du patient dans sa thérapie, j'insiste, parce que selon les études, tu as différentes définitions, de l'alliance thérapeutique. Si tu, la relation de la thérapeutique, si tu enlèves en fait l'engagement, certaines études montrent que, l'alliance n'est pas un facteur de succès. Mais si par contre tu intègres l'engagement qui pour moi, ça fait du sens en fait d'intégrer l'engagement, oui, l'alliance thérapeutique est un facteur de succès de la thérapie. Parce qu'il y Et a plein d'études qui ont vu ça, il y en a plein qui disent: «Non, l'alliance, c'est pas très important, il faut plus de la technique», non. Mais dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai fait vraiment et je suis assez d'accord et je le vois en pratique, hein. Je le vois en pratique, c'est vraiment, les 3 qui sont importants pour une réussite, d'une thérapie. et est-ce que tu peux développer justement ces 3 facteurs Ouais, et notamment le terme compétence? Parce que oui, tout à fait. c'est pas vraiment la question, mais comment est-ce qu'on peut savoir Alors, la compétence, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça a été étudié et pour te donner une idée, par exemple, on prend n'importe qui, un être humain et on le fait travailler en thérapie avec, on va dire, une personne souffrante, en santé mentale. Les études ont montré que, au bout d'un an, il n'y a pas de différence significative entre la personne qui est formée et la personne qui n'est pas formée. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'1 an de thérapie, l'effet est le même. Néanmoins, quand tu vas plus loin, quand tu pousses l'étude plusieurs années plus tard, quand tu pousses l'étude dans les années suivantes, là, il y a une différence significative, dans les symptômes, on va dire, dans le maintien de la thérapie, dans tous les autres paramètres mesurables, hein, objectivement par des échelles, parce qu'on essaye d'objectiver ça par des échelles quand on fait des études. Donc oui, là, il y a une différence significative en faveur des personnes formées. Parce que la thérapie, en fait, c'est une manière, en fait, d'aborder les choses, il faut être formé. C'est pas juste une discussion entre une personne. On paraît et c'est ça et j'ai envie de dire, quand vous avez l'impression qu'une discussion avec votre thérapeute, c'est que le thérapeute est bien formé et fait du bon boulot. Quand vous sentez pas le côté scolaire justement, c'est que les choses sont rendues faciles et ce qui paraît facile, en fait, c'est très difficile à faire. Prends l'exemple de Lionel Messi. Vous voyez Lionel Messi qui joue au foot, vous avez l'impression que tout est facile, mais en fait, ce qu'il fait, c'est extrêmement difficile. C'est ce que disait, aussi, Bruce Lee: «Le plus dur, c'est de soustraire, en fait. C'est pas de faire quelque chose de parfait, de très complexe. Le plus dur, c'est de faire quelque chose de simple». Ce que disait, Bruce Lee et c'est vrai, on le voit partout. Donc si vous avez l'impression que le thérapeute est assez aisé, vous avez l'impression que c'est une discussion qui est pas trop scolaire, c'est parce qu'on est formé, en fait, à ça, sans que ça tombe dans des balivernes ou dans des discussions de café. Tu vois ce que je veux te dire? Et les études ont montré ça. Donc oui, la compétence, une manière de discuter, une manière d'aborder les choses et surtout, la formation permet de détecter, en fait, ce qu'on pourrait appeler dans le monde des startups les signaux faibles et les signes d'alarme quand quelqu'un dit quelque chose. C'est-à-dire la personne tend des perches, en fait et on est formé, entre guillemets, pour reconnaître ces perches. Ça passe par du non-verbal, ça passe par une manière de dire les choses, ça passe par des symptômes, hein, parfois, des symptômes quand vous voyez que le patient, il y a quelque chose qui a changé. En tant que professionnel, vous pouvez le voir. Donc oui, la formation est importante et c'est nécessaire, hein, pour mener à bien du soin, ça reste du soin. Donc il y a des spécificités dans l'espèce humaine et il y a des formations pour ça. Donc c'est pour ça que c'est super important pour la réussite d'une thérapie. Parce que sinon vous tournez en rond, en fait. Une personne qui est pas formée, c'est ce que montraient les études, c'est que ça tourne en rond. Parce qu'il y a pas justement cette vision de la psychologie humaine, de la santé mentale, en fait, qui a été étudiée depuis des années et des années. Donc oui, il y a des spécificités, il y a des choses à savoir. et justement là-dessus, tu parles de la longueur d'une thérapie et tu as donné quelque chose qui m'a impressionné, c'est que, en fait, la différence se fait vraiment au bout de plusieurs potentiellement Après 1 an, la différence se fait après 1 an, ouais. c'est ça. Et donc, c'est un peu ce que je déduis. Combien de temps, selon toi, il faut rester avec le même professionnel de santé? Parce que selon l'endroit où on est soigné, il peut y avoir des changements justement de psychiatre qui peuvent être assez récents. Je pense notamment en France au CMP, donc au centre médico-psychosociaux, où généralement tous les 6 mois, on change de psychiatre. Ouais. Et quel est l'impact justement de la durée avec laquelle on reste, avec le même médecin et qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? Alors ça, c'est une problématique. C'est que c'est vrai, l'idéal, c'est pendant au moins un bon moment avoir le même thérapeute. J'ai pas de délai à te donner, mais c'est vrai qu'un changement itératif, ça provoque, chez les gens une sensation, on va dire, de ouais, de mal-être en fait, d'agacement même.
même de colère et c'est tout à fait normal parce qu'on développe justement l'alliance thérapeutique, elle se développe, ça prend du temps, hein. Donc tu vois, tu parlais de 6 mois et il se peut, qu'il faille 6 mois pour développer une alliance. Donc tu commences à développer une alliance, tu commences à te sentir en confiance avec la personne avec qui tu fais ta thérapie, puis d'un coup cette personne part. Et ça je sais que c'est un gros problème et moi aussi j'en ai été l'auteur malheureusement parce que tu sais pendant les formations, on est obligé en fait de se déplacer de lieu de formation en lieu de formation. Et ça, c'est vrai que chez les gens, c'est désagréable. Mais pour nous aussi, parce qu'on sait qu'on crée ce sentiment désagréable. Donc j'ai pas de durée à te donner spécifiquement, ça dépend des gens. Il y a des gens, par exemple, en 6 mois, ça leur va très bien. J'ai déjà eu des patients sur des thérapies courtes qui ont duré 3 mois. Que moi, je suis dans l'axe-TCC, donc cognitif comportemental. Sur certains problèmes de phobie, ou de TOC, en 3-6 mois, on a pu faire quelque chose et avec un développement d'alliance assez rapide et puis après je m'en vais et puis la personne est satisfaite. Mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens et il y a des gens qui ont besoin de leur thérapeute toute la vie, il y a des gens, ça va être 1 an, il y a des gens, ça va être 6 mois. Donc il y a pas de réponse. Je pense que c'est tant que la personne se sent bien avec la personne. Après, là aussi, c'est au professionnel de reconnaître quand est-ce qu'il est bien d'espacer les séances pour ne pas justement créer une relation de dépendance. C'est pour ça que je parlais de la formation. C'est très important de savoir reconnaître quand est-ce que c'est bon, on peut ralentir, on peut réduire la fréquence des suivis et passer par exemple à un suivi, tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou tous les ans. Enfin voilà, ça se fait, hein, donc et voilà, pour ça, il faut être formé. Et c'est un sujet qui est pas simple parce que les formations sont diverses, selon les pays, selon même l'âge à lequel on a, eu la formation. Je vois d'ailleurs au niveau générationnel, j'ai pas l'impression que la relation patient-professionnel de santé est la même et notamment, tu as beaucoup parlé du fait d'être un peu au même niveau et j'ai le sentiment, et à ton avis, que, les psychiatres qui ont plutôt la soixantaine, il y a un peu plus un fossé entre les 2. Comment tu vois les choses là-dessus? Oui, c'est une vraie remarque. Je vais te prendre un exemple très récent, quelques mois. C'est que, j'ai une patiente qui avait justement un thérapeute plus âgé et sa famille, une jeune patiente, hein, tout juste, majeure, donc accompagnée par sa famille, donc par ses parents et c'est vrai que l'une des remarques des parents, c'était de se dire: «Peut-être qu'elle aurait besoin d'un thérapeute plus jeune». Justement parce qu'il y avait un fossé générationnel entre, le professionnel et la personne. Parce que ça aussi, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais qui est très important et ça permet de faire le lien. C'est que pour comprendre les gens, il faut s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser à ce qu'ils vivent, quels sont leurs métiers, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, c'est quoi l'environnement familial. Donc ça, c'est toutes les premières phases d'anamnèse, hein. C'est pour ça qu'on pose ces questions au tout début. On veut en savoir le plus possible sur la vie de la personne pour justement comprendre son fonctionnement dans son système. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que, comprendre les codes d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui créent beaucoup de problèmes au niveau santé mentale. On a, des interactions différentes entre les jeunes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans et donc je pense que comprendre, la génération, comment elle vit, c'est important justement pour, le meilleur pour son patient. Mais ça, il faut s'y intéresser. Si jamais la personne ne s'y intéresse pas et qu'elle reste, sur ses acquis de fonctionnement d'il y a 30 ans en arrière, ça va moins bien marcher. Et tu comme moi, hein, je peux difficilement comprendre, mais je m'y intéresse, le fonctionnement, ça marche aussi dans l'autre sens. Je reste un jeune thérapeute, m'intéresser, au fonctionnement d'il y a 30 ans, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et c'est vrai que peut-être qu'une personne âgée va préférer avoir un thérapeute âgé. Donc c'est dans les 2 sens. Donc oui, il peut y avoir ce souci de perception d'âge, mais voilà, il y a de tout. Il y a des gens plus ou moins intéressés, mais même à mon âge, hein. Il y a des gens plus ou moins intéressés, comme à 60 ans. Il y a des gens, je sais que je connais des thérapeutes qui sont proches de la retraite, qui sont très informés sur le fonctionnement, des jeunes aujourd'hui, hein. Le courant passe bien. Donc une vraie question ça, ça peut être une problématique, du point de vue de la personne. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Tu as un point que tu as expliqué dans l'alliance thérapeutique, c'est l'engagement du patient. Mmh. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on a besoin, j'ai l'impression, d'avoir envie et de comprendre la nécessité d'être accompagné lorsqu'on est Oui, une personne bipolaire. ça c'est dur. Et c'est un sujet hyper important pour nous. On voit très bien qu'une personne qui comprend, qui accepte et qui a envie de se faire accompagner, les résultats sont pas les mêmes Oui. parce qu'on est capable de se remettre en cause et aussi d'accepter que, par exemple, le fait de boire, beaucoup d'alcool, pas toujours, efficace. Et comment est-ce que tu fais pour, faciliter l'engagement du patient, lorsque tu es justement dans la construction de cette alliance? C'est très difficile parce que l'engagement, tu peux pas l'induire, en fait. Tu peux donner
on va dire des insights aux patients, mais l'induire directement, tu peux pas. C'est-à-dire, tu vas essayer d'expliquer, d'éduquer, de montrer, hein, parfois que en fait, les études montrent que les gens engagés, se sentent mieux, mais ça, il faut que la personne ait un assez bon insight sur soi et une auto-observation de se dire: «OK, peut-être que si je m'engage, ça va aller mieux». Mais après, comme tu dis, l'engagement passe par une phase d'acceptation. Si tu n'as pas cette phase d'acceptation, c'est difficile de s'engager en thérapie. C'est quelqu'un qui vient en thérapie sans objectif et qui n'accepte pas de venir en thérapie parce qu'il se dit: «On m'a dit de venir», typiquement, hein. On m'a dit de venir parce que j'étais dépressif. On m'a dit de venir parce que j'étais anxieux. On m'a dit de venir parce que j'étais colérique. Il y a pas d'acceptation, justement, de cette condition. Je suis colérique, je suis peut-être, on va dire, je souffre peut-être de dépression. Donc c'est difficile. Donc il faut que la personne ait un micron accepté ce qui lui arrive, mais c'est difficile, hein. Ça, c'est un enjeu, mais on accompagne les gens. Ça prend du temps. Donc c'est pour ça que débuter une thérapie, stricto sensu, hein, avec quelqu'un qui n'a pas, accepté, on va dire, ce qui lui arrive, ça reste une maladie, mais c'est difficilement plus acceptable parce que c'est sur du temps long et on le voit pas. C'est quelque chose d'invisible. C'est pas comme une plaie, c'est pas comme une fracture, c'est dans la tête et c'est pas visible, on va dire, au premier abord. Donc non, il faut laisser le temps à la personne et on l'aide à accepter ça. On l'accompagne avant de démarrer vraiment quelque chose de stricto sensu. Donc oui, l'engagement passe quand même par une phase, d'acceptation. En tout cas, toutes les personnes qui étaient engagées, que j'ai vues dans mon expérience, elles avaient accepté une grande partie de ce qui leur arrivait. Pas forcément tout. Par exemple, tu disais, ça c'est un très bon exemple. Pour l'alcool, il y a certains médicaments, certaines conditions où on sait que ça peut faire, on va dire, refaire flamber certains symptômes et ça, OK, j'accepte. Par exemple, je souffre de trouble bipolaire, j'ai accepté qu'il fallait prendre une médication toute ma vie pour ma qualité de vie. Pour travailler, pour avoir une vie familiale, pour avoir une vie sociale, mais c'est vrai que l'alcool, me limitait parce que ça risque de faire quelque chose, de perturber, mes médicaments. Ouais, ça, c'est j'ai un peu plus de mal. Mais la personne est engagée en thérapie parce qu'elle a compris, en fait, les enjeux. Donc oui, tous les gens que j'ai vus avaient accepté quand même, à minima ce qui leur arrivait. Donc oui, ça passe par une acceptation. Mais il y a pas d'alliance sans acceptation, hein. Je veux dire, pour revenir sur la question de l'alliance, la personne, elle vient pour venir et puis voilà, quoi. Et sur l'engagement, quel est l'impact de la bienveillance? Parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans le sens où on peut, en tant nous-mêmes d'être une personne concernée, dire des choses via un ressenti, s'exprimer un petit peu différemment et j'essaie de travailler là-dessus pour essayer d'améliorer justement cet engagement. Mmh. Tu as des conseils justement pour les personnes extérieures au psychiatre pour faciliter Oui. cette je pense que c'est Ouais, sûr. ouais. Tout à fait, c'est de s'informer eux-mêmes, en fait et je sais qu'il y a des groupes, je sais pas si tu fais ça avec Upstage, mais il y a des groupes justement, ce qu'on appelle pro-famille. C'est pour, les proches aidants et je pense que c'est super important, d'y participer pour comprendre justement comment marche la maladie et pour être soit capable de l'expliquer à la personne qui souffre et on va dire l'effet de masse, si je peux dire ça comme ça, le fait que plusieurs personnes vont venir avec un discours, qui peut être différent, mais qui est axé sur la même compréhension de la maladie, envers la personne souffrante, ça peut faciliter, l'engagement et l'acceptation. Disons les gens qui sont autour de moi veulent mon bien, ils se sont renseignés, ils essayent de m'aider donc voilà. C'est il y a plein de livres, hein, sur ça, sur, vivre, la bipolarité ou vivre les pathologies psychiques du point de vue des proches aidants. Il y a des groupes de parole, donc ça c'est vrai que je sais pas si c'est, bien référencé sur internet, si c'est facile de trouver l'accès à ces groupes, mais normalement, si vous appelez si vous faites cette démarche proactive d'appeler par exemple un CMP, le CMP donc le centre médico-psychologique, c'est ça, hein? Ah oui. Ouais, CMP de votre, secteur, hein, parce que la santé mentale est sectorisée en France. Peut-être qu'ils pourront vous aider et vous dire: «Oui, on a des groupes pour les proches aidants» ou alors au CHU, à l'hôpital, ils font des groupes, pour les proches aidants. Donc voilà ou alors se réunir, avec ce qu'on appelle les experts patients. Ça, je sais que ça existe aussi en France, qui peuvent informer les proches. Parce que c'est eux qui ont vécu, donc mais ça marcherait aussi avec les familles. Ils vivent la maladie, donc qui de mieux pour en parler? Mais, dans des livres, oui, ça doit exister, j'ai pas de livre là en tête qui me vient. En cherchant sur internet, ça doit vivre en tant que proche aidant ou comment aider les gens, ça doit exister, ouais. Ou des blogs, hein, des livres ou des blogs. C'est un sujet qui est essentiel en fait. Enfin, nous, dans la manière dont on a théorisé ça, c'est le patient est bien sûr au cœur, de son établissement et il va avoir tous les piliers autour de lui qui vont lui permettre de justement aller réussir ses objectifs Mmh. et donc les piliers sont multiples, il va y avoir le contenu,
les psychiatres, le psychologue, le père aidant, les associations, les proches et puis bien sûr, tout ce qui va être, hygiène de vie et cetera et cetera et il y en a même d'autres, chacun est différent, et maintenant comment est-ce faciliter l'accès à tous ces piliers et comment est-ce qu'on peut permettre à la personne de les construire? Et là-dessus, nous, on avait le choix sur, les groupes, de proches de plutôt travailler avec des associations, notamment parce qu'on n'a pas aujourd'hui les capacités et les compétences, de faire ces groupes. Ouais. Et voilà, par exemple, dans Notion que tu fournis avec Upstage, tu pourrais référencer justement, alors c'est un travail titanesque, hein, par région, les groupes ou les associations pour les proches aidants, ouais. Sachant que les groupes pro famille et c'est encore plus complexe parce qu'il y a des groupes pro famille par thème. Troubles psychotiques, troubles de l'humeur, autisme, enfin, donc c'est un travail titanesque, quoi, de référencement. Les organismes existent et le problème, c'est le référencement. C'est une très bonne idée. J'ai fait l'exercice pour les personnes bipolaires, Mmh. où j'ai ajouté quelques, grandes associations, hein. Je parlais de Prophanier, il y a eu femme aussi en France, la Maison Perchée commence à faire des choses aussi pour les proches. Mais, c'est un travail que je pense que je ferai, prochainement, de lister les groupes pour les proches. Parce que lors des personnes qui nous écoutent, vous avez un rôle qui est essentiel. Et pour autant, vous n'êtes pas responsable de votre proche. Vous ne devez pas être culpabilisé dans les cas. Maintenant, vous êtes entre guillemets un pilier qui est très important, ouais. Et c'est vrai que tu parlais des facteurs externes et c'est un petit peu ça et justement pour développer les facteurs externes, parce que c'était la 3e grande thème, justement pour réussir une thérapie. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, des facteurs externes, c'est tout ce qui arrive dans la vie, en fait, tout simplement. Voilà, un décès, quelque chose de mauvais, dans des choses moins drôles, une agression, un nouveau traumatisme, ce genre de choses. Bien sûr, ça impacte la thérapie. Donc, c'est vraiment tout ce qui est facteur externe en fait, ça englobe tout ce qui est hors de la thérapie. C'est-à-dire hors, compétences, du soignant et technicité et hors, alliance thérapeutique. C'est tout qui est vraiment externe au setting psychothérapeutique. Donc ça peut être de tout et n'importe quoi, hein, vraiment, il y a pas de définition, exacte de ça. Et c'est vrai qu'en tant que patient, parfois, c'est un sujet qui est très compliqué de savoir comment trouver un psychiatre. Ouais, je reviens sur il y a un truc qui revient, les facteurs externes aussi, il y a aussi l'évolution de la maladie. C'est vrai que moi, c'est évident, mais dans facteur externe, donc tout ce qui est externe au setting thérapeutique, il y a aussi l'évolution de la maladie. Parce que parfois la maladie, peut justement dans le trouble bipolaire, la maladie peut repartir en phase, on va dire, hypomaniaque ou maniaque ou dépressive sans forcément qu'il y ait un facteur déclenchant ou un déséquilibre médicamenteux ou, je ne sais quoi d'autre. Parfois, c'est l'évolution qui fait que, sans raison, on ne comprend pas pourquoi, on comprend pas tout aujourd'hui, ça repart à la hausse ou à la baisse. C'est ça aussi les facteurs externes, c'est les choses qu'on peut pas palper. Ça, c'est vrai, faut pas s'inquiéter, c'est la maladie évolue, c'est une maladie. Mais ça, c'est difficile à encore une fois, on revient sur l'acceptation, c'est difficile à conceptualiser, que c'est quelque chose d'évolutif et qui est pas fixé. Mais c'est porteur d'espoir aussi, parce que c'est quelque chose qui est évolutif. Et quand on dit évolutif, c'est pas forcément vers le mal. On a tendance à parler de dégradation de pronostic. Donc ces dégradations, quand on parle d'évolution, dans la tête qui nous vient, surtout en médecine, c'est évolution négative. Mais l'évolution positive existe aussi. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. C'est juste pour Non, repréciser. c'était des points, je pense, importants à expliquer et je reviens dans le choix de son psychiatre par rapport à l'alliance thérapeutique. Quels critères tu donnerais? Donc, on a parlé de l'âge, faut quand même être quelque chose à prendre en compte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres critères, qui en amont de prendre rendez-vous? Alors bien sûr que rien ne remplacera les contacts humains, mais comment justement, après une consultation, par exemple, se poser la question et se dire: «OK, est-ce que là, j'ai l'impression que mon alliance thérapeutique fonctionne?» Donc il va y avoir le feeling, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on pourrait se poser comme question? Alors, si tu veux dégrossir vraiment au tout début, je pourrais dire là, ce qui me vient directement, c'est l'âge. Ça, tu peux facilement savoir, on va dire sur les registres ou tu peux facilement deviner quelle tranche d'âge se trouve ton thérapeute, mais ça, c'est personnel, encore une fois, hein. C'est personnel et ça peut être biaisé, hein, comme je dis, parce que un thérapeute âgé peut être très au courant, très facile avec justement les personnes plus jeunes. Ça, mais si jamais, ça nous tient à cœur, on peut vérifier ça. C'est assez facilement vérifiable. Après, il y a aussi l'axe thérapeutique. Ça, c'est beaucoup plus vérifiable en Suisse. En France, c'est beaucoup moins vérifiable. Parfois, c'est marqué sur les plaques, hein, mais je parle de l'axe thérapeutique. Tu sais, tu as l'axe psychodynamique, l'axe systémique et l'axe TCC. Si d'emblée, en tant que patient, tu sais que la psychodynamique, slash la psychanalyse, c'est pas pour toi, ne prends pas un thérapeute comme ça, bien qu'il puisse y avoir des biais, encore une fois, parce que de ce qu'on connaît de la psychodynamique, quand on est patient, sauf si on s'est beaucoup renseigné, qu'on a lu beaucoup de livres et encore, c'est pas vraiment ce qu'il en est. Mais ça peut être un facteur décisionnel
le biais peut entraîner justement, on est tous influencés par nos biais cognitifs et le biais peut entraîner un frein au traitement. Ce qu'on appelle une barrière au traitement, c'est comme ça qu'on dit. Donc oui, ça déjà, on peut dégrossir avec l'âge et avec on va dire le mode d'entrée en thérapie, que ce soit TCC, psychanalytique ou systémique. Après, en soi, une fois que tu es sur place, il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup d'intuition et l'alliance thérapeutique, elle se crée pas en une séance. Donc malheureusement ou heureusement, plutôt heureusement, il faut, du temps pour voir si ça va matcher ou pas et ça aussi, il faut aussi l'accepter que que ça va prendre du temps. Mais après, si la personne a une très mauvaise intuition, un très mauvais feeling dès le premier rendez-vous, faut pas se poser de questions, hein. Faut pas se dire, «C'est moi le problème». Alors parfois, c'est la personne le problème dans certains troubles. Je pense que tu vois dans lesquels je parle, mais généralement, les gens qui souffrent de ce trouble-là reviennent, hein. Mais si jamais vraiment, vous sentez que ça va pas, non, faut changer, il y a pas de honte. Mais généralement, faut se laisser du temps. Dans la majorité des cas, l'alliance thérapeutique, ça se crée au fil des séances et ça se crée pas en une séance. D'ailleurs, il y aurait un problème. Si ça se crée en une séance, j'aurais tendance à dire que ce serait plus un problème. Qu'il y aurait quelque chose derrière à aller creuser du côté du thérapeute, vers son patient. Et merci beaucoup pour, tous ces conseils. J'ai la question de la fin qui est importante, c'est, une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Alors dans la santé mentale, alors moi je dirais dans le soin tout court, si je peux me permettre de dévier la question, parce que ça touche, hein, tous les soignants et tout le monde. Là, j'ai prêché pour ma paroisse, c'est une chose qui entraîne une autre, c'est que en fait la valeur du soin, la valeur du travail technique des soignants soit plus reconnue. Parce que ça, c'est quelque chose qui manque cruellement et ça a des implications, on va dire indirectes, qui font que manque de soignants. Il y a un problème d'attractivité. Ça, je vais pas faire c'est même pas syndicaliste, en fait, ce que je dis, c'est des faits réels. C'est qu'il y a un problème d'attractivité, il manque de soignants. L'idée de trouver un autre psychiatre, ça me permet de faire le lien. Oui, mais encore faut-il qu'il y en ait un autre, c'est ça et vu la difficulté d'avoir des rendez-vous, bah, justement, tu parlais d'alliance, les gens vont avoir parfois peur de dire les choses qui vont pas parce que justement la conséquence de la rupture de soins avec ce thérapeute va être, bah, de ne pas retrouver d'autres thérapeutes. Donc on tombe dans un «c'est mieux que rien» et ça, moi, je pense que c'est dommage et que c'est un vrai problème qu'on soit dans «c'est du mieux que rien». Donc je pense que s'il y avait une baguette magique, faire prendre conscience à tous les gens, qui dirigent mais je sais qu'ils certains en ont conscience, que, même à la population générale, en fait, que la valeur, en fait, du soignant est bien réelle. L'acte technique, surtout en santé mentale, est bien réel. On pourrait parler, en termes économiques, mais c'est inchiffrable, on pourrait débattre des années, mais moi je pense que l'impact sur le PIB, si là je fais mon économiste, est important parce que vous permettez à des gens d'être maintenus dans un système, qui leur convient et qui apporte du service aux autres par leur métier. Parce qu'en permettant aux gens de travailler, bah, vous permettez à la civilisation de tourner, en fait, au pays de tourner et ça, cette valeur, elle est pas pricée. Alors si tant est-ce qu'elle est priçable, c'est difficile, hein, parce que c'est des coûts indirects, mais de faire prendre conscience aux gens que ce coût, que ce bénéfice plutôt, donc de coût, oui, la santé a un coût, mais c'est plus un bénéfice au final, au niveau de la population, hein. Simplement, une population en meilleure santé, une population qui va mieux faire tourner, le pays, donc tout le monde est gagnant. Que ce soit à l'échelle micro, c'est-à-dire autour de vous, qu'à l'échelle macro pour l'ensemble du pays. Donc ouais, c'est ça que je changerais, c'est vraiment cette perception qu'on peut avoir du soin pour justement recréer de l'attractivité. C'est essentiel et surtout en France aujourd'hui, on le voit bien, hein, dans les salaires, dans la santé mentale, c'est moins important que sur d'autres professions de santé. Et même, enfin, quand je vois par rapport aux études, ce que peuvent gagner certains professionnels, des fois, c'est le jeu et il y a une théorie économique que j'aime beaucoup, c'est le concept de l'impôt négatif, qui Mmh. n'a pas vraiment été testé. C'est de dire, en fait, on arrête de faire une imposition qui soit la même pour tous et en fonction de la valeur qui est créée, on va imposer, je sais pas, à 60 certains et d'autres, on va les imposer à moins 30. Et Voilà. justement, la création de valeur, justement, c'est des débats, très compliqués avec des théories économiques derrière, et même des théories anthropologiques, hein, de l'être humain. Donc je suis pas expert là-dedans, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur ça et l'idée c'est facile là, comme on en parle, mais l'idée, c'est aussi de choisir un modèle qui est le moins néfaste, pour tous. C'est aussi ça et ça, c'est à l'échelle d'une population de plusieurs millions, on maîtrise pas, hein. C'est pour ça que c'est difficile, hein. Ces gens-là sont dans des positions quand on décide du système de rémunération d'un corps de métier ou même comme tu dis, peut-être, d'une imposition différente. C'est très, très, très difficile, d'anticiper les conséquences de ces choix-là qui sont faits. Donc, c'est pas un métier facile, donc et quand même faire prendre conscience qu'il y a quand même, une valeur ajoutée qui est importante, qui permettrait du coup, d'augmenter les rémunérations, si tant est ce que ce soit possible et ça
et ça, je suis d'accord avec toi, et ce n'est pas assez reconnu, en tout cas sur le plan financier, et ça, tous les soignants sont dans cette enfin tous les soignants, je généralise, mais la très, très grande majorité des soignants sont d'accord avec ça, par rapport, comme tu dis, aux responsabilités, et justement, ça crée un problème d'attractivité qui est réel. Parce que pas mal de médecins déconseillent à leur enfant de faire médecine de par ce problème-là, ou même, on parlait des médecins, infirmiers, c'est pareil. Il y a un article qui est sorti récemment, et que je vais bientôt publier sur LinkedIn, hein, pour alerter, c'est qu'une infirmière sur 2, au bout de 10 ans, a quitté l'hôpital, et la médiane de survie, d'une infirmière, c'est 5 ans. Donc dans le métier, hein. Donc là, c'est même pas à quitter l'hôpital, c'est dans le métier, donc c'est encore, là, on parle vraiment des infirmières hospitalières. Une infirmière sur 2 a quitté l'hôpital, mais la médiane de survie d'une infirmière dans la profession aujourd'hui, c'est 5 ans. C'est un vrai sujet et j'espère que ta baguette magique, fonctionnera, mais Et ce qui est bien, c'est que tu mets en place des choses et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ta démarche, c'est que tu vois un problème et tu as ce côté entrepreneur qui est de: «Mon petit bout de chemin et je vais avancer à ma manière pour, justement résoudre ce problème». Et mmh c'est ça qui est beau et je pense qu'on est tous concernés et on est tous capables de, que ce soit vous, que ce soit nous, de mettre notre petite pierre à l'édifice. Merci, Fabrice, c'était vraiment un plaisir, j'ai beaucoup appris, pour ma part, pareil, plaisir partagé, et je te laisse le mot de la fin, si tu veux ajouter, quelque chose. continue de faire ce que tu fais parce que c'est très précieux, d'avoir un centre de ressources, enfin d'avoir une centralisation des ressources pour cette pathologie-là, pour d'autres, mais pour cette pathologie-là en particulier, c'est très précieux, vraiment. Continue de l'enrichir, notamment sur le Notion, en donnant le plus de ressources possible, pour les gens, et puis pourquoi pas un jour un annuaire de tous les centres, permettre d'aider les proches aidants. Et c'est noté, je me le suis mis déjà, ma to do. Merci beaucoup encore, Fabrice et puis, je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Salut, bye. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.